Le cristal de la coupe tressauta doucement contre l'assiette en porcelaine, tandis que Marie Dubois ajustait la serviette en lin à côté des couverts en argent. Ses doigts bougeaient avec une précision mécanique, résultat de 6 mois de service dans la salle principale du Grand Éclat, l'un des restaurants les plus chers de Paris. La lumière ambrée des lustres en cristal de baccarat dansait sur les tables, créant une atmosphère d'opulence qui contrastait brutalement avec l'appartement exigu de Belleville où sa famille l'attendait chaque soir. 27 ans, diplômé avec mention de la Sorbonne en langues et littératures étrangères, titulaire d'un master en traduction et interprétation, parlant couramment 8 langues. Et elle était là, portant des plateaux et souriant poliment à des gens qui la regardaient à peine. Le poids de cette ironie l'accompagnait à chaque pas sur le sol en marbre italien, mais la pensée de son père la maintenait debout. Jacques Dubois, son héros personnel, dépérissait lentement d'une maladie pulmonaire qui exigeait des médicaments importés hors de prix. Chaque pourboire que Marie glissait dans la poche de son uniforme noir représentait un jour de plus de souffle pour lui. Ce vendredi-là, le gérant, Marc, apparut en cuisine avec une expression tendue. Le salon privé du premier étage avait été réservé pour un dîner spécial. 18 invités de l'élite financière parisienne, célébrant une transaction de 50 millions d'euros dans l'immobilier. Marie serait la seule serveuse désignée pour s'occuper d'eux, un honneur douteux qui signifiait travailler seule sous une pression maximale et des regards encore plus critiques. Elle monta l'escalier de service à 19 heures précises, portant le premier plateau d'entrée. Le salon privé était un monde à part, avec des murs lambrissés de bois précieux, des tableaux originaux et une longue table pouvant accueillir 20 personnes. Les invités étaient déjà installés, conversant bruyamment, riant de ces éclats de rire confiants de ceux qui n'ont jamais eu à compter leurs pièces pour payer le loyer. Au centre de la table, dominant toutes les conversations tel un chef d'orchestre, il était là. Roger Lambert, 60 ans, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de BTP du pays. Marie le reconnut immédiatement des magazines économiques. Cheveux grisonnants peignés en arrière, costume bleu marine qui coûtait probablement plus que son salaire annuel. Et ce regard qu'elle avait appris à identifier ces derniers mois, le regard de celui qui n'a jamais entendu un nom de sa vie. Elle servit les entrées avec l'efficacité silencieuse qu'elle avait perfectionnée. Personne ne la remercia. Pour eux, Marie faisait partie du décor, aussi invisible que les lustres ou les rideaux de velours. Pendant qu'elle travaillait, des bribes de conversation lui parvenaient. Roger racontait comment il avait acheté un terrain stratégique dans les beaux quartiers du 16e arrondissement pour une fraction de sa valeur, en convainquant la propriétaire âgée que c'était un cadeau pour la ville. Les autres riaient, admiratifs de son astuce. Pendant l'entrée, le plat principal et le dessert, Marie resta impeccable. Mais la tension commença à s'accumuler sur ses épaules. Quelque chose dans l'air de cette salle la dérangeait profondément. Peut-être était-ce la façon dont Roger claquait des doigts quand il voulait plus de vin, ou comment il avait interrompu une invitée au milieu d'une phrase pour raconter une anecdote sur lui-même. Marie avait déjà rencontré l'arrogance, mais cette soirée semblait en concentrer des années en quelques heures. Quand vint le moment du dessert, Marc monta personnellement avec une bouteille spéciale, un vin de dessert Château d'Yquem, millésime 1990, évalué à près de 20 000 euros. Il tendit la bouteille à Marie avec un regard grave, d'avertissement. C'était le joyau de la soirée, le symbole ultime du succès de ce groupe. Elle devait le servir avec une perfection absolue. Marie tint la bouteille comme si elle portait un enfant. Elle s'approcha de la table, commençant par l'hôte de la célébration, un homme d'affaires d'âge mûr qui, au moins, lui sourit brièvement. Elle continua à servir, verre après verre, avec des mouvements étudiés. Quand ce fut le tour de Roger, il gesticulait amplement, racontant une autre histoire sur la façon dont il avait écrasé un concurrent lors d'un appel d'offres. Elle se positionna à côté de lui, attendant une pause dans la conversation. Il n'y en eut pas. Roger continua de parler, ses bras s'agitant dans les airs comme des ailes. Marie calcula le moment, commença à incliner la bouteille sur sa coupe. C'est alors que tout bascula. Roger se tourna brusquement pour prendre un document qu'un autre invité lui montrait, son coude heurtant directement le bras de Marie. La bouteille oscilla dangereusement. Par pur instinct et formation, Marie réussit à la stabiliser, ne renversant que quelques gouttes sur la nappe, loin de quiconque.
Son cœur battait la chamade, mais elle garda une expression neutre, espérant que le moment passerait inaperçu. Il ne passa pas. Roger se tourna vers elle avec une expression que Marie n'oublierait jamais. Ce n'était pas de l'irritation ordinaire, c'était du dédain pur, ce mépris viscéral de celui qui considère une autre personne si inférieure qu'elle ne mérite même pas d'exister dans le même environnement. Toute la table se tut, comme si quelqu'un avait mis le monde sur pause. « Mais qu'est-ce que vous croyez faire, espèce d'incompétente » Sa voix trancha l'air comme une lame. Marie sentit le sang se glacer dans ses veines. « Monsieur, je vous prie de m'excuser. Vous avez bougé le bras et je... » Il l'interrompit, se levant de sa chaise. Sa taille imposante et sa posture agressive rendirent le moment oppressant. « J'ai bougé le bras? Moi? Vous avez failli renverser un vin qui coûte plus que ce que vous gagnez en un an, espèce de maladroite. Vous avez la moindre idée de la valeur de cette bouteille. » Marie ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots refusèrent de sortir. Autour de la table, certains invités baissèrent les yeux, gênés. D'autres observaient avec une curiosité morbide comme on regarde un accident sur la route. Une femme plus jeune, vêtue d'un tailleur gris impeccable, fronça les sourcils en signe de désapprobation, mais ne dit rien. Roger n'avait pas terminé. Il pointa la bouteille dans les mains tremblantes de Marie et laissa échapper un rire sans humour. « Je parie que vous ne savez même pas lire l'étiquette de cette bouteille, n'est-ce pas? Vous n'avez probablement même pas le bac. C'est le problème quand on engage n'importe qui pour travailler dans ces endroits. Sans qualification, sans éducation, sans rien. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Marie sentit des larmes lui brûler les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Pas ici, pas devant ces gens. Son cerveau travaillait frénétiquement, cherchant une issue, un moyen de disparaître de ce cauchemar. Mais ses pieds semblaient collés au sol. C'est alors que quelque chose changea en elle. Peut-être était-ce le souvenir de son père, allongé sur le vieux canapé à la maison, respirant avec difficulté, mais trouvant toujours la force de lui demander comment s'était passée sa journée. Peut-être était-ce l'image de sa sœur cadette Julie, étudiantard sous la faible lumière de la cuisine, rêvant de la faculté de médecine qui semblait impossible. Peut-être était-ce simplement l'accumulation de mois à être traité comme une invisible, comme si sa valeur se résumait à sa capacité à porter des assiettes sans les faire tomber. Marie prit une profonde inspiration, sentant l'air remplir ses poumons. Elle releva le menton, croisa le regard de Roger et le soutint. La bouteille était toujours dans ses mains, mais elle la tenait maintenant avec une fermeté renouvelée. Sa voix, quand elle émergea enfin, était calme, claire et absolument contrôlée. « En réalité, monsieur Lambert, je sais lire l'étiquette, et je peux le faire en 8 langues différentes, si vous préférez. » Toute la table se tourna pour la regarder. Roger cligna des yeux, confus, comme si elle s'était mise à parler une langue extraterrestre. Marie sentit quelque chose s'éveiller dans sa poitrine, un courage qu'elle ne se connaissait pas. Et ainsi, tenant une bouteille à 20 000 € dans un restaurant de luxe au cœur de Paris, Marie Dubois décida qu'elle ne serait plus jamais invisible. La stupeur sur les visages autour de la table était presque palpable. Marie gardait le regard fixé sur Roger, mais elle percevait du coin de l'œil les expressions de surprise des autres. Invités. Certains se penchèrent en avant, soudainement intéressés. La femme au tailleur gris avait haussé un sourcil, ses lèvres formant l'ébauche d'un sourire contenu. Roger laissa échapper un rire rauque, croisant les bras sur sa poitrine. « 8 langues? Vous? Vous essayez de m'impressionner avec des mensonges maintenant ?» Marie posa délicatement la bouteille sur la desserte à côté. Ses mouvements étaient délibérés, presque cérémoniels. Quand elle se tourna de nouveau vers la table, sa posture avait complètement changé. Ce n'était plus la serveuse soumise et silencieuse. C'était l'étudiante qui avait soutenu sa thèse de master devant un jury international. C'était la traductrice qui avait assuré l'interprétation simultanée de conférences médicales. C'était la femme que ses professeurs avaient qualifiée de prodige linguistique. « Château d'Yquem, millésime 1990 », commença-t-elle, sa voix prenant une qualité presque professorale. Ce vin est produit dans la région de Sauternes, à Bordeaux, en France. L'étiquette est en français, naturellement, mais je peux vous la traduire en italien, si vous le souhaitez. Le vignoble a appartenu à la famille Lur-Saluces pendant plus de 400 ans, bien qu'il ait été vendu au groupe LVMH en 1999. Elle marqua une pause, observant Roger. L'homme d'affaires avait perdu un peu de sa couleur,
mais gardait toujours une expression de défi. Autour de la table, cependant, l'intérêt était sincère. Un homme à la barbe grisonnante se pencha pour murmurer quelque chose à la femme à côté de lui. Marie continua, chaque mot choisi avec une précision chirurgicale. Le millésime 1990 est particulièrement spécial, car ce fut une année exceptionnelle pour le Botrytis cinerea, le champignon noble responsable de la pourriture noble des raisins sémillons et sauvignons blancs. Le climat parfait de cette année-là, avec des matinées brumeuses et des après-midi ensoleillés, à Bartsin-Hitz, créait les conditions idéales pour la concentration du sucre dans les raisins. Elle reprit la bouteille, la faisant tourner doucement pour que la lumière des lustres illumine le liquide doré à l'intérieur. Le processus de fermentation prend des années, et ce vin en particulier a des notes de miel d'acacia, d'abricots confits, de safran et une touche subtile de gingembre. Il doit être servi entre 10 et 12 degrés Celsius et s'harmonise parfaitement avec le foie gras, les fromages bleus comme le roquefort ou les desserts à base de fruits caramélisés. Le silence dans la salle avait changé de nature. Ce n'était plus le silence gêné de l'humiliation publique, c'était le silence de l'admiration incrédule. Marie sentit une vague de satisfaction la parcourir, mais elle garda une expression sereine. « Si vous préférez, poursuivit-elle, sa voix se raffermissant, je peux vous expliquer tout cela en anglais, espagnol, allemand, russe, mandarin, japonais ou arabe. Choisissez la langue. » Roger ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, comme un poisson hors de l'eau. Son visage était rouge maintenant, un mélange de colère et de honte. « Ça ne prouve rien », réussit-il finalement à dire, sa voix sonnant creux. « Vous avez mémorisé quelques informations sur le vin. N'importe qui peut faire ça. » Marie sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas exactement de la colère. C'était la libération de mois de silence auto-imposé, de sourires forcés, d'acceptation d'être traitée comme moins qu'humaine. Elle avait supporté tout cela pour son père, pour sa famille, pour survivre. Mais maintenant, à cet instant, elle réalisa qu'il y avait une limite à ce qu'une personne pouvait s'effacer. « Vous avez raison, dit-elle, sa voix basse mais claire. N'importe qui peut mémoriser des informations sur le vin, c'est tout comme n'importe qui peut gagner assez d'argent pour acheter une bouteille chère. Mais tout le monde ne possède pas l'éducation suffisante pour traiter les autres avec un respect élémentaire. » Un murmure parcourut la table. La femme au tailleur gris ne souriait plus de manière contenue. Son sourire était franc maintenant, presque fier. L'homme à la barbe grisonnante tapotait lentement le bout de ses doigts sur la table, un geste pensif. Marie sentit les mots jaillir d'elle comme un fleuve qui aurait enfin rompu un barrage. « Mon nom est Marie Dubois, j'ai 27 ans, je suis diplômée en langues et littératures étrangères de la Sorbonne, avec mention très bien. J'ai obtenu mon master en traduction et interprétation, avec une thèse sur la traduction des nuances culturelles dans la littérature japonaise contemporaine, un travail qui a été publié dans 3 revues universitaires internationales. » Elle marqua une pause, observant les visages autour de la table. Elle avait l'attention absolue de tous maintenant. Même Roger, malgré son expression furieuse, écoutait. « Je parle couramment français, anglais, espagnol, italien, allemand, russe et mandarin. J'ai travaillé comme interprète simultané lors de conférences internationales. J'ai traduit des contrats pour des multinationales. J'ai donné des cours particuliers à des diplomates. Et je suis ici, continua-t-elle, sa voix s'épaississant légèrement d'émotion, à travailler comme serveuse. Non pas parce que je manque de qualifications, non pas parce que je manque d'éducation, non pas parce que je n'ai rien comme vous l'avez si gentiment suggéré. Je suis ici parce que mon père est atteint d'une maladie qui exige des traitements coûteux. Parce que ma mère travaille 12 heures par jour dans un magasin du centre et que même cela ne suffit pas. Parce que ma sœur cadette rêve d'être médecin et que quelqu'un doit payer ses livres. » Les larmes s'échappèrent enfin, glissant silencieusement sur ses joues, mais Marie ne les essuya pas. Elle les laissa là, témoin silencieux de sa vérité. « Alors, monsieur Lambert, vous avez raison sur une chose. Ce vin coûte effectivement plus que ce que je gagne en un an, beaucoup plus. Mais j'ai quelque chose que tout votre argent ne pourra jamais acheter. » « Et qu'est-ce que ce serait, ma petite ?» Roger cracha presque les mots, mais sa voix tremblait légèrement. « La dignité, » répondit simplement Marie. « L'élégance, la capacité de regarder un autre être humain et de le voir comme un égal, indépendamment de sa profession ou de son compte en banque.
Vous pouvez acheter ce restaurant entier, vous pouvez acheter 100 bouteilles de ce vin, vous pouvez acheter des appartements et des voitures et tout ce que votre argent peut atteindre. Mais vous ne pouvez pas acheter le respect véritable. Et vous ne pouvez certainement pas acheter l'éducation qui vous empêcherait d'humilier une personne qui essaie simplement de faire son travail. Le silence qui suivit fut absolu. Marie pouvait entendre sa propre respiration, le léger bourdonnement de la climatisation, le tintement lointain des assiettes et des couverts venant de l'étage inférieur. Elle se sentit à la fois épuisée et revigorée, comme si elle avait couru un marathon et atteint la ligne d'arrivée. Ce fut la femme au tailleur gris qui rompit le silence. Elle se mit à applaudir lentement et délibérément. Le son résonna dans la salle comme un tonnerre lointain. Un par un, d'autres invités se joignirent à elle. L'homme à la barbe grisonnante se leva, applaudissant avec enthousiasme. Une femme plus âgée, couverte de bijoux discrets mais manifestement chers, avait les larmes aux yeux en applaudissant. Roger regarda autour de la table incrédule. « Vous applaudissez cette insolente? Elle m'a insulté, elle m'a humilié. » La femme au tailleur gris cessa d'applaudir et regarda directement Roger. « Non, monsieur Lambert, elle s'est défendue. Il y a une différence cruciale entre ces deux choses, une différence que vous n'avez apparemment jamais apprise. » Marie réalisa qu'elle tremblait. L'adrénaline qui l'avait soutenue pendant la confrontation commençait à se dissiper, ne laissant que la réalisation terrifiante de ce qu'elle avait fait. Elle venait de confronter l'un des hommes les plus puissants de Paris. Elle allait probablement perdre son emploi. Peut-être ne trouverait-elle plus jamais de travail dans un restaurant décent de la ville. Comment paierait-elle les médicaments de son père maintenant? Mais avant que la panique ne puisse s'emparer complètement d'elle, la femme au tailleur gris se leva et s'approcha d'elle. De près, Marie put voir qu'elle était plus jeune qu'elle ne l'avait d'abord pensé, peut-être au début de la quarantaine. Ses yeux étaient doux, mais il y avait aussi de l'acier en eux. « Mon nom est Béatrice Leclerc. Je suis avocate spécialisée en droit du travail et dans les cas de discrimination. » Elle tendit une carte à Marie. « Et je viens d'assister à quelque chose que je vois rarement. Quelqu'un défendant sa propre dignité avec éloquence et courage. Si cet établissement a l'audace de vous licencier pour cela, je vous défendrai gratuitement. » D'autres invités commencèrent à s'approcher. L'homme à la barbe grisonnante se présenta comme le directeur des ressources humaines d'une grande multinationale. Une femme élégante se révéla être la propriétaire d'une agence de traduction. Un jeune entrepreneur, qui était resté silencieux pendant toute la scène, dit que sa start-up technologique avait désespérément besoin de quelqu'un avec ses qualifications pour se développer à l'international. Marie accepta les cartes avec des mains tremblantes, incapable de traiter complètement ce qui se passait. C'était comme si elle avait traversé un miroir et trouvé un monde différent de l'autre côté. Au milieu de l'agitation, personne ne remarqua quand Roger quitta la pièce, son visage un masque de fureur contenu. Mais Marie le remarqua, et une partie d'elle, petite mais persistante, lui murmura que c'était loin d'être terminé. Le bruit des voix à l'étage inférieur alerta Marc, le gérant, que quelque chose se passait. Quand il monta les escaliers en hâte et entra, dans le salon privé, il découvrit une scène qu'il n'aurait jamais imaginé voir. Marie était entourée d'invités, tous parlant en même temps, lui offrant des cartes et des opportunités. Dans un coin de la pièce, Roger Lambert ajustait sa veste avec des mouvements brusques, le visage encore rouge de colère. Marc travaillait au grand éclat depuis 15 ans. Il connaissait les règles non écrites du jeu. Les clients riches étaient intouchables, surtout les extrêmement riches comme Roger. Mais il connaissait aussi Marie. Au cours des 6 mois où elle avait travaillé là, il n'y avait jamais eu une seule plainte. Elle était ponctuelle, efficace, polie. Plusieurs fois, il l'avait trouvée en train d'étudier des dictionnaires pendant ses pauses, toujours en train de se perfectionner, toujours cherchant à être meilleure. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-il, essayant de garder une voix neutre. Roger se tourna vers lui comme une tempête. « Ce qui s'est passé? Votre employée m'a insulté devant tout le monde. J'exige qu'elle soit renvoyée immédiatement. » Marc regarda Marie, puis les autres invités. La femme qui s'était présentée comme Béatrice Leclerc s'avança. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le gérant, ce qui s'est passé ici est une démonstration de courage admirable. Monsieur Lambert a humilié publiquement votre employé, a remis en question son intelligence et son éducation de manière totalement infondée. Mademoiselle Marie n'a fait que se défendre.
et elle l'a fait avec une dignité que beaucoup d'entre nous ici aimeraient posséder. D'autres invités murmurèrent leur accord. Un homme élégant ajouta qu'il avait été témoin de tout et que Roger avait été complètement déplacé. Marc sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était un territoire inconnu. Normalement, dans ces situations, le client avait raison. Toujours. Mais maintenant, 17 des 18 invités étaient clairement du côté de Marie. Marie s'avança, sa voix fatiguée mais ferme. « Monsieur Marc, je comprends si vous devez me licencier. Mon intention n'était pas de causer des problèmes au restaurant. J'ai juste... » Elle hésita, essuyant discrètement une larme. Je ne pouvais plus me taire. Marc regarda la jeune femme. Il vit l'uniforme impeccable, la posture droite malgré la fatigue visible, les yeux rouges, mais toujours digne. Il pensa aux innombrables nuits où elle était restée tard pour aider à organiser le stock sans demander de paiement supplémentaire. Il se souvint de la façon dont elle avait calmé un couple de touristes français perdus, conversant couramment dans leur langue et les aidant à trouver leur chemin dans la ville. Il prit une profonde inspiration et prit une décision qu'il savait qu'elle changerait sa carrière, pour le meilleur ou pour le pire. Mademoiselle Marie ne sera pas licenciée. Au contraire, elle sera promue. « Quoi ?» explosa Roger. « Vous ne pouvez pas être sérieux. » Marc se tourna pour le regarder directement. « Je suis absolument sérieux, monsieur Lambert. Le Grand Éclat a une politique de tolérance. Zéro pour tout type de harcèlement ou de manque de respect envers notre personnel. Mademoiselle Marie est une employée exemplaire. Et je ne vais pas la renvoyer parce que quelqu'un a décidé de la traiter comme une inférieure. » Il marqua une pause, laissant ces mots peser dans l'air. « En fait, je lui offre le poste de chef de salle, avec une augmentation de salaire significative. » Marie écarquilla les yeux, incrédule. « Monsieur Marc, je ne sais pas quoi dire. »« Dites oui, » intervint Béatrice avec un sourire. « Cet homme vient de faire preuve de plus d'intégrité en 1 minute que de nombreux cadres dirigeants en toute une vie. » Roger était presque violet de rage. « Vous allez le regretter. Vous tous. » Il pointa Marc du doigt. « Je connais personnellement le propriétaire de cet établissement. Je vais m'assurer que vous soyez viré d'ici lundi. Et vous ?» Il se tourna vers Marie, un doigt accusateur. « Je vais m'assurer que vous ne travaillerez plus jamais dans un endroit décent de cette ville. Je vais utiliser tous les contacts que j'ai pour griller votre nom. Quand j'aurai fini, vous ne trouverez même pas un emploi dans un snack. » Le silence qui suivit fut tendu. Marie sentit son estomac se nouer. Elle savait que les hommes comme Roger ne faisaient pas de menaces en l'air. Il avait le pouvoir et les ressources pour les mettre à exécution. Qu'avait-elle fait? Dans un moment de courage, elle avait peut-être détruit non seulement sa propre carrière, mais aussi celle de Marc. Avant que quiconque puisse répondre, la porte s'ouvrit de nouveau. Un homme grand, aux cheveux blancs et aux lunettes à monture dorée, entra dans la pièce. Il portait un costume discret, mais manifestement cher, et il y avait quelque chose dans sa présence qui commandait un respect immédiat. Marc se redressa instantanément. « Monsieur Durand, » dit-il, surpris. « Nous ne savions pas que vous étiez au restaurant ce soir. » Albert Durand, propriétaire du Grand Éclat, regarda autour de la salle avec une expression indéchiffrable. « Je dînais en bas avec ma femme quand un des serveurs a mentionné qu'il y avait une situation ici. » Il marcha lentement vers le centre de la pièce, les mains dans les poches. « Quelqu'un veut bien m'expliquer ce qui se passe ?» Roger fut le premier à parler, sa voix retrouvant une partie de son arrogance. « Albert, quelle bonne chose que tu sois là. Ton employé m'a insulté de manière grotesque, et ce gérant, il désigna Marc avec dédain, a refusé de la renvoyer. En fait, il a eu l'audace de la promouvoir. J'espère que tu vas corriger cette situation immédiatement. » Albert Durand hocha lentement la tête, puis regarda Marc. « Est-ce vrai, Marc? Tu as promu une employée qui a insulté l'un de nos clients les plus importants ?» Marc déglutit, mais garda la voix ferme. « Oui, monsieur. Mais avec tout le respect que je vous dois, la situation n'était pas tout à fait comme ça. » Il se mit à expliquer ce que les autres invités avaient rapporté, comment Roger avait humilié Marie et comment elle s'était défendue. Pendant que Marc parlait, Albert écoutait en silence, son visage un masque impassible. Quand le gérant eut terminé, le propriétaire du restaurant se tourna vers Marie. « Mademoiselle, quel est votre nom complet ?»« Marie Dubois, monsieur, » répondit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Marie-Christine Dubois. Et est-ce vrai ce que j'ai entendu ?
Vous avez une formation supérieure et vous parlez 8 langues? Oui, monsieur. Marie sentit une bouffée de chaleur lui monter au visage. Albert resta silencieux un long moment, l'étudiant. Puis il se tourna vers Roger. « Combien de langues parles-tu, Roger ?» L'homme d'affaires cligna des yeux, confus par la question. « Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Je parle français et anglais, mais c'est complètement hors de propos. »« C'est pertinent pour moi, » répondit calmement Albert. « Tu vois, j'ai bâti ce restaurant sur une philosophie très simple. L'excellence et le respect. L'excellence dans la nourriture, le service, l'ambiance. Et le respect. Le respect pour chaque personne qui franchit ses portes, qu'elle soit cliente, fournisseur ou employée. » Il s'approcha jusqu'à se tenir directement devant Roger. « Tu es un client important, Roger. Tu as dépensé beaucoup d'argent ici au fil des ans. Mais l'argent n'achète pas le droit d'humilier mon personnel. » Il se tourna vers Marie. « Mademoiselle Marie mérite des excuses. » Roger fit un pas en arrière, incrédule. « Tu me demandes de m'excuser. À elle? Albert, tu es devenu fou? » « Je ne demande pas, » répondit Albert. « J'exige. Soit tu t'excuses maintenant, soit tu es banni de cet établissement de façon permanente. » Le choc sur le visage de Roger aurait été comique dans d'autres circonstances. Il regarda autour de la salle, cherchant du soutien mais ne trouva que des regards approbateurs dirigés vers Albert. Finalement, son expression se durcit. « Au diable, toi, et au diable, cet endroit. Il y a des centaines de restaurants à Paris qui seraient ravis d'avoir mon argent. Et quand je raconterai à tous mes contacts comment j'ai été traité ici, tu découvriras le véritable coût de ta noble décision. » Roger sortit de la pièce comme un ouragan, claquant la porte assez fort pour faire tinter les coupes sur la table. Pendant un instant, personne ne dit rien. Puis Albert se tourna vers Marie et pour la première fois, elle vit un sourire bienveillant sur son visage. « Mademoiselle Marie, le poste que Marc vous a offert est confirmé. Chef de salle, avec un salaire triplé. De plus, j'aimerais discuter de la possibilité que vous développiez un programme de formation multilingue pour notre équipe. Avec vos qualifications, vous pourriez être extrêmement précieuse, non seulement en service, mais aussi en élevant le niveau de tout notre établissement. » Marie sentit ses jambes flageoler. « Monsieur Durand, je ne sais pas comment vous remercier. » Albert fit un geste de la main balayant les remerciements. « Vous êtes resté ici 6 mois, travaillant bien en deçà de vos qualifications, sans vous plaindre. Cela démontre du caractère. Et aujourd'hui, lorsque vous avez été attaqué injustement, vous vous êtes défendu avec intelligence et dignité. Cela démontre du courage. Ce sont exactement les qualités que j'apprécie. » La femme aux bijoux, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, s'éclaircit délicatement la gorge. « Si vous me permettez d'interrompre, j'aimerais également faire une offre. Mon nom est Hélène de Courcy. » Elle marqua une pause, et Marie reconnut immédiatement le nom de famille, l'une des plus anciennes et des plus riches familles de Paris. « J'ai une fondation qui offre des bourses d'études à de jeunes talents. Vous avez mentionné une sœur qui rêve d'être médecin ?» Marie hocha la tête, incapable de parler. « Oui, madame, Julie, elle a 17 ans. » Hélène sourit chaleureusement. « J'aimerais lui offrir une bourse complète pour la faculté de médecine, incluant les livres, le matériel et une allocation pour ses dépenses. Et quand elle sera diplômée, si cela l'intéresse, des postes sont disponibles dans notre réseau d'hôpitaux. » Les larmes se mirent à couler librement maintenant, et Marie ne fit aucun effort pour les retenir. C'était trop. Tout était trop. Quelques heures plus tôt, elle essayait simplement de survivre à une autre soirée de travail. Maintenant, son monde avait été complètement transformé, mais alors que les invités s'approchaient, offrant leurs félicitations et d'autres cartes de visite, Marie ne pouvait pas chasser complètement un sentiment d'inquiétude. Elle connaissait suffisamment d'histoires sur les hommes puissants pour savoir que Roger Lambert n'était pas le genre de personne à accepter la défaite en silence. Et ces derniers mots avaient été une promesse claire de représailles. La soirée s'était bien terminée, mieux qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Mais une petite voix dans son esprit lui murmurait que l'histoire était loin d'être terminée. Marie arriva chez elle ce soir-là après minuit, les jambes endolories de fatigue mais le cœur débordant d'émotions contradictoires. L'appartement de Belleville était silencieux. La faible lumière du salon indiquait que quelqu'un était encore éveillé. Quand elle ouvrit la porte,
elle trouva sa mère, Françoise, somnolant sur le vieux canapé, portant encore l'uniforme du magasin où elle travaillait. « Maman », murmura Marie en lui touchant doucement l'épaule. Françoise se réveilla en sursaut, mettant quelques secondes à faire le point. « Marie, quelle heure est-il? Tu vas bien? Il s'est passé quelque chose ?» Marie s'assit à côté de sa mère et, pour la première fois de cette soirée impossible, se laissa aller. Elle pleura en racontant tout, de l'humiliation initiale au retournement de situation surprenant. Françoise la serra dans ses bras, alternant entre larmes de fierté et exclamations d'inquiétude. « Ma fille, tu as été si courageuse. Mais cet homme, ce Roger, il a l'air dangereux. Et s'il essaie vraiment de te nuire ?» Marie s'essuya les yeux, montrant les cartes de visite qu'elle avait reçues. « Je ne suis plus seule, maman. Ces gens m'ont offert leur aide. Et Monsieur Durand m'a protégée. » Elle serra la main de sa mère. « Et il y a la bourse d'études pour Julie. Complète, maman. Médecine. Son rêve peut se réaliser. » Françoise se couvrit la bouche, de ses mains, les yeux embués. « C'est vraiment vrai? Ce n'est pas une de ces arnaques qu'on voit à la télévision? » « C'est vrai. Elle m'a donné le contact direct de la fondation. Demain, j'appellerai pour tout confirmer. » Les deux femmes restèrent éveillées jusqu'à près de 2 heures du matin, parlant à voix basse pour ne pas réveiller le père et Julie. Pour la première fois depuis des mois, Marie ressentit quelque chose qu'elle avait oublié. L'espoir. Réel, tangible, presque douloureux tant il était intense. Mais le soulagement fut de courte durée. Le samedi matin, Marie fut réveillée par la sonnerie insistante de son téléphone. Il était 8 heures et elle n'avait dormi que 4 heures. Elle répondit sans regarder qui appelait, s'attendant à ce que ce soit Marc confirmant les détails de son nouveau poste. « Allô? Mademoiselle Marie Dubois ?» La voix était masculine, froide, trop professionnelle pour cette heure. « Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? »« Mon nom est Maître Henri Moreau. Je suis l'avocat de Monsieur Roger Lambert. Auriez-vous un moment pour discuter ?» L'estomac de Marie se serra. Elle s'assit sur son lit complètement réveillé maintenant. « À quel sujet? » « Vous êtes officiellement notifié d'une plainte pour diffamation. Mon client allègue que vous l'avez calomnié publiquement hier soir, causant des dommages irréparables à sa réputation personnelle et professionnelle. Nous demandons une indemnisation d'un montant de 500 000 €. Marie sentit le monde tourner. 500 000 €. C'était une somme impossible, absurde. Elle n'avait même pas 5 000 € d'économie. « C'est ridicule, » réussit-elle à dire, la voix tremblante. « C'est lui qui m'a humiliée en premier. Il y avait des témoins. Je n'ai fait que me défendre. Les témoins seront entendus dans le cadre de la procédure appropriée. Pour l'instant, vous serez formellement notifié dans les prochains jours. De plus, je dois vous informer que mon client a usé de son influence considérable dans le secteur de la restauration de luxe à Paris. À partir d'aujourd'hui, vous aurez du mal à trouver un emploi dans un établissement de haut standing dans la ville. Bonne journée. » Il raccrocha avant que Marie ne puisse répondre. Elle resta assise là, le téléphone toujours à la main, incapable de traiter complètement ce qu'elle venait d'entendre. 500 000 €. Sa carrière bloquée dans toute la ville. Comment cela avait-il pu arriver? En moins de 12 heures, elle était passée du meilleur moment de sa vie à un cauchemar juridique et professionnel. Françoise entra dans la chambre, inquiète de l'expression sur le visage de sa fille. « Marie, il me poursuit en justice, maman. 500 000 €. Et il dit qu'il a utilisé ses contacts pour m'empêcher de travailler dans un endroit décent à Paris. » Françoise pâlit, s'asseyant lourdement sur le bord du lit. « Mon Dieu, qu'allons-nous faire ?» Marie regarda les cartes de visite sur sa table de chevet. Elle se souvint des mots de Béatrice Leclerc. « Je vais appeler l'avocate qui m'a offert son aide. Et Monsieur Durand. Ils ont dit qu'ils me soutiendraient. Mais seront-ils capables d'affronter quelqu'un d'aussi puissant ?» Marie n'avait pas de réponse à cela. Elle savait seulement qu'elle ne pouvait pas abandonner maintenant, pas après avoir enfin trouvé sa voie. Elle appela Béatrice Leclerc à 9 heures. L'avocate répondit à la 2e sonnerie, sa voix alerte malgré le fait que ce soit un samedi. Marie expliqua la situation, sa voix se brisant à certains moments. Quand elle fut terminée, il y eut un bref silence de l'autre côté de la ligne. « Marie », la voix de Béatrice était ferme, « cette plainte n'a aucune base légale. La diffamation exige que vous ayez fait de fausses déclarations dans l'intention de nuire.
Vous n'avez fait que déclarer des faits véridiques sur votre propre éducation et défendre votre dignité. De plus, nous avons 17 témoins qui l'ont vu vous humilier en premier. Mais son avocate a dit qu'il avait grillé mon nom dans tous les restaurants de la ville. C'est de l'intimidation et potentiellement une entente pour nuire à votre carrière. Béatrice marqua une pause. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Roger Lambert est un homme puissant et vindicatif. Il peut rendre les choses difficiles temporairement. Mais il a aussi commis plusieurs erreurs hier soir, et nous avons tous les outils pour vous défendre. Puis-je passer chez vous aujourd'hui pour discuter d'une stratégie? Marie sentit un poids s'enlever de ses épaules. Oui, s'il vous plaît, merci beaucoup. Après avoir donné l'adresse, Marie appela Marc. Le gérant fut indigné en apprenant la plainte et les menaces. Il promit de parler immédiatement à Albert Durand et assura que le restaurant ferait une déclaration publique de soutien à Marie si nécessaire. À 14 heures, Béatrice arriva à l'appartement de la famille Dubois. Elle était habillée de façon décontractée, en jean et chemisier simple, mais elle dégageait toujours une confiance professionnelle qui rassura immédiatement Marie. Françoise offrit un café et les 3 femmes s'assirent à la table de la cuisine. Jacques, le père de Marie, se reposait dans sa chambre, mais il avait insisté pour être tenu au courant de tout. Julie, qui était sortie tôt pour étudier à la bibliothèque, n'était pas encore rentrée. Béatrice commença par expliquer les aspects juridiques. La plainte pour diffamation n'allait pas aboutir. Elle en était certaine. Mais cela ne signifiait pas que ce serait facile ou rapide. Roger avait les meilleurs avocats que l'argent puisse acheter, et il ferait traîner la procédure le plus longtemps possible dans l'espoir d'épuiser financièrement et émotionnellement Marie. Quant aux menaces contre votre carrière, continua Béatrice, c'est plus compliqué. Il a le droit de ne pas recommander quelqu'un ou de partager son expérience personnelle. Mais si nous pouvons prouver qu'il a activement saboté vos opportunités d'emploi avec de fausses déclarations, cela constitue de la diffamation de sa part et nous pouvons contre-attaquer. Marie absorba tout cela, se sentant à la fois reconnaissante et dépassée. Comment prouver cela? En documentant tout, chaque entretien d'embauche que vous ferez, chaque refus, chaque commentaire suspect. Nous construisons un dossier. Béatrice se pencha en avant. Mais voici la bonne nouvelle. Vous ne dépendez plus uniquement des emplois en restauration. Les personnes qui vous ont offert des opportunités hier soir, elles travaillent dans des secteurs complètement différents. Roger a peut-être de l'influence dans le monde de la restauration de luxe, mais il ne contrôle pas les start-up technologiques ou les agences de traduction. Comme si l'univers l'écoutait, le téléphone de Marie sonna. C'était un numéro inconnu. Le cœur battant, elle répondit « Marie Dubois ?»« Oui. Ici, Richard Fournier, d'Innovatech. Nous avons parlé hier soir au grand éclat. J'ai beaucoup réfléchi à votre situation et j'aimerais officialiser mon offre. Pouvons-nous nous rencontrer lundi pour discuter des détails ?» Marie regarda Béatrice, qui hocha la tête en signe d'encouragement. « Oui, monsieur Fournier, j'adorerais. »« Excellent. Juste un avertissement, Marie. J'ai reçu un appel ce matin d'une connaissance essayant de me dissuader de vous embaucher. Il a fait des allégations assez sérieuses sur votre caractère. » Richard marqua une pause. « J'ai trouvé tout cela très suspect et très opportun, compte tenu de ce dont j'ai été témoin hier. J'ai donc passé quelques appels et j'ai découvert qui était derrière tout ça. Roger Lambert. » Marie ferma les yeux, un mélange de colère et de validation la parcourant. « Je savais qu'il faisait ça. Je viens de recevoir un appel de son avocat ce matin. Je m'en doutais. Écoutez, Marie, j'ai bâti mon entreprise à partir de rien. Je reconnais l'intimidation quand je la vois, et je ne laisserai pas un tyran décider qui j'embauche. L'offre tient toujours. En fait, je veux l'augmenter. » Richard prit une profonde inspiration. « Que diriez-vous d'être notre directrice du développement international? Salaire de départ de 15 000 € par mois, plus des bonus basés sur les performances et des options d'achat d'actions de l'entreprise. » Marie dut se tenir à la table. 15 000 €. C'était plus que ce qu'elle avait gagné en travaillant au restaurant toute l'année. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui et soyez lundi à 9 h à notre bureau sur l'avenue Montaigne. Je vous enverrai les détails par email. Et Marie, ne laissez pas ce type vous intimider. Les hommes comme lui n'ont de pouvoir que tant que les gens ont peur. Vous avez déjà prouvé que vous n'avez pas peur.
Quand elle raccrocha, Françoise et Béatrice la regardaient avec attente. Marie répéta la conversation, sa voix gagnant en excitation au fur et à mesure qu'elle parlait. Quand elle eut terminé, Françoise se leva et serra sa fille dans ses bras, pleurant ouvertement. « Ma chérie, tu mérites tout ça et plus encore. » Béatrice sourit largement. « Vous voyez, ça commence déjà. Roger pensait qu'il pouvait vous détruire, mais il a complètement sous-estimé qui vous êtes. Et plus important encore, il a sous-estimé les gens qui vous soutiennent. » Marie sentit quelque chose changer en elle à ce moment-là. La peur était toujours là, ce serait mentir de dire le contraire. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus fort. La détermination. Elle avait passé des mois à se cacher, à se rabaisser, à accepter moins que ce qu'elle méritait. Plus maintenant. Si Roger Lambert voulait une guerre, elle lui prouverait qu'il avait choisi la mauvaise adversaire. Le lundi arriva plus vite que Marie ne l'avait prévu. Elle se réveilla à 6 heures, bien avant son réveil, l'estomac noué d'anxiété et d'excitation. Le bureau d'Innovatech se trouvait sur l'avenue Montaigne, l'un des quartiers les plus chics de Paris. C'était un monde complètement différent de Belleville. Françoise se réveilla avec elle, insistant pour lui préparer un petit déjeuner spécial. Jacques, malgré sa respiration difficile, sortit de sa chambre pour serrer sa fille dans ses bras et lui souhaiter bonne chance. Julie, qui avait finalement tout appris dimanche, était encore en train de réaliser qu'elle avait obtenu une bourse complète pour la médecine. « Tu vas tout déchirer, Serette », dit Julie en aidant Marie à choisir sa tenue. Le tailleur simple qu'elle avait porté pour des entretiens universitaires des années auparavant lui allait toujours parfaitement. Marie arriva à l'immeuble d'Innovatech 15 minutes avant l'heure convenue. Le bâtiment était moderne, tout en verre et en acier, avec un hall d'entrée impressionnant, rempli de plantes et d'une fontaine. Elle s'annonça à la réception et une jeune assistante la conduisit au 10e étage. Richard Fournier l'accueillit personnellement, un large sourire aux lèvres. Il était plus jeune que Marie ne l'avait imaginé, probablement dans la trentaine, vêtu d'un jean et d'une chemise sans cravate. Le bureau avait cette esthétique de start-up, des open space, des bureaux partagés, une salle de jeu visible à travers des portes vitrées. « Marie, bienvenue chez Innova. » Richard lui serra chaleureusement la main. « Allons dans mon bureau. » Ils traversèrent l'open space, où des dizaines de jeunes travaillaient sur des ordinateurs, discutant avec animation. Marie reconnut au moins 5 langues différentes parlées. Richard remarqua son intérêt. « Nous sommes une équipe très internationale ici. Nous avons des employés de 17 pays différents. C'est pourquoi votre maîtrise des langues est si précieuse pour nous. » Il ouvrit la porte d'une salle de réunion vitrée. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Pendant l'heure qui suivit, Richard expliqua la vision de l'entreprise. Innovatech développait des logiciels de gestion d'entreprise et s'étendait sur les marchés internationaux. Ils avaient des clients potentiels en Europe, en Asie et en Amérique latine, mais faisaient face à d'énormes défis en matière de communication et d'adaptation culturelle. « C'est là que vous intervenez », dit Richard en poussant un document sur la table. « En tant que directrice du développement international, vous seriez responsable de coordonner toute notre communication avec les clients étrangers, d'adapter nos supports marketing aux différentes cultures et, à terme, de diriger une équipe de traducteurs et d'experts culturels. » Marie lisait le contrat ayant encore du mal à y croire. 15 000 € par mois, une mutuelle complète pour elle et sa famille, des tickets restaurants généreux et une clause qui fit battre son cœur plus vite. 3% de participation aux bénéfices de la division internationale une fois qu'elle serait officiellement établie. « C'est plus que généreux, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. Richard se pencha en arrière sur sa chaise. « Marie, laissez-moi être franc avec vous. Vendredi soir, quand je vous ai vu affronter cet homme, j'ai vu quelqu'un avec une colonne vertébrale en acier. Dans le monde des startups, cette qualité vaut de l'or. On peut enseigner des compétences techniques, mais on ne peut pas enseigner le courage ou l'intégrité. » Il marqua une pause. « De plus, vos qualifications sont vraiment impressionnantes. Vous êtes surqualifié pour ce poste. Et qu'en est-il de M. Lambert ?» Marie devait demander. « Il ne va pas simplement abandonner. » « Probablement pas. Mais voilà le truc, Marie. Roger Lambert a de l'influence dans le vieux monde des affaires, les restaurants traditionnels, les clubs privés, ce genre de choses. Mais dans le secteur de la technologie, il n'a aucun pouvoir. En fait,
Beaucoup de mes contacts ont déjà entendu parler de ce qui s'est passé, et la réaction a été unanimement en votre faveur. Les réseaux sociaux peuvent être cruels, mais parfois ils peuvent aussi être justes. Marie aurait signé le contrat sur le champ, mais Béatrice lui avait conseillé de toujours tout lire attentivement d'abord et de demander un jour pour réfléchir. Richard accepta volontiers et lui proposa une visite du bureau. Pendant qu'il marchait, Marie fut présentée à plusieurs employés. Une développeuse chinoise lui parla en mandarin courant, visiblement impressionnée. Le directeur des ventes, qui était allemand, fit des blagues dans sa langue maternelle que Marie comprit et auxquelles elle rit sincèrement. À chaque interaction, elle sentait sa confiance grandir. Elle avait sa place ici. Après des mois à se sentir déplacée et diminuée, elle était enfin dans un environnement où ses compétences étaient valorisées. Sur le chemin du retour, Marie s'arrêta dans un café pour appeler Béatrice et lui faire un compte-rendu de la réunion. L'avocate écouta attentivement et approuva le contrat, disant qu'elle en réviserait les détails plus tard, mais qu'il semblait légitime et juste. « Il y a d'autres nouvelles, » dit Béatrice. « J'ai parlé à certaines des autres personnes qui étaient au dîner vendredi. Hélène de Courcy a confirmé la bourse pour votre sœur. Les documents sont en cours de préparation. Et le DRH de la multinationale veut aussi organiser une réunion avec vous. Apparemment, ils ont un poste d'interprète pour une conférence de l'ONU à New York le mois prochain. » Marie dut s'asseoir sur un banc, ses jambes soudainement faibles. C'était trop. Tout se passait trop vite. Une partie d'elle s'attendait encore à se réveiller et à découvrir que tout n'était qu'un rêve élaboré. « Marie, vous êtes là ? Oui, désolé, c'est juste... c'est beaucoup à digérer. » « Je sais, mais vous méritez tout ça. » Béatrice hésita. « Il y a autre chose que je dois vous dire. J'ai reçu un appel du cabinet d'avocats de Roger Lambert aujourd'hui. Ils veulent négocier. » « Négocier quoi ? » « Ils sont prêts à retirer la plainte pour diffamation si vous signez un accord de confidentialité et ne parlez jamais publiquement de ce qui s'est passé au restaurant. Ils veulent aussi que vous refusiez toutes les offres d'emploi que vous avez reçues et que vous quittiez Paris. » Marie sentit la colère monter comme une vague chaude. « Ils veulent que je disparaisse. Essentiellement, oui. » Béatrice marqua une pause. « Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'accepter. En fait, je vous le déconseille fortement. Ce genre d'accord ne profite qu'à eux. Mais légalement, je devais vous informer de l'offre. Alors, informez-les de ma réponse. Je refuse catégoriquement. Je ne vais pas me cacher et je ne vais pas me taire. Il m'a attaqué et je n'ai fait que me défendre. S'il veut continuer avec cette plainte ridicule, qu'il continue. Nous allons gagner. » Après avoir raccroché, Marie marcha dans les rues de Paris, observant la ville avec un nouveau regard. Pendant si longtemps, elle s'était sentie comme une étrangère ici, une personne talentueuse piégée dans des circonstances indésirables. Mais maintenant, pour la première fois, elle sentait qu'elle pourrait peut-être vraiment construire une vie ici. Une vie bonne, digne, où elle n'aurait pas besoin de se cacher ou de se rabaisser. Le jeudi, il se passa quelque chose que Marie n'attendait pas. Le Grand Éclat organisa un petit événement pour officialiser sa promotion. Albert Durand avait insisté, disant qu'il était important de faire une déclaration publique de soutien. La presse fut invitée. Pas les grands journaux, mais des blogs de gastronomie et quelques médias locaux. Marie était nerveuse, vêtue du nouvel uniforme de chef de salle que le restaurant avait fait faire spécialement pour elle. Marc était à ses côtés, visiblement fier. Albert Durand fit un discours court mais percutant sur l'importance de respecter tous les employés et de célébrer l'excellence où qu'elle se trouve. Quand Marie prit le micro pour remercier, elle vit des visages familiers dans la petite foule. Béatrice était là, souriant de manière encourageante. Richard Fournier était venu accompagné de 2 membres de son équipe. La DRH de la multinationale était présente, et à sa surprise absolue, Hélène de Courcy était assise, au premier rang à côté de Julie qui avait les larmes aux yeux. Marie prit une profonde inspiration et commença à parler. « Il y a une semaine, j'étais juste une serveuse. Du moins, c'est ainsi que beaucoup de gens me voyaient. Invisible, sans importance, remplaçable. » Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Mais la vérité, c'est que personne n'est juste quelque chose. Chaque personne porte en elle des histoires, des rêves, des talents que le monde ne peut pas voir d'un simple regard.
Elle regarda son père qui était assis dans un fauteuil roulant, au fond, avec son oxygène portable à côté. Son visage rayonnait de fierté. « J'ai accepté de travailler ici parce que ma famille en avait besoin, et je ne regrette pas du tout cette décision. Ce travail m'a appris l'humilité, la résilience, et m'a montré le meilleur comme le pire des gens. Ce qui s'est passé la semaine dernière, ce n'était pas pour prouver ma valeur. Ma valeur a toujours été là, tout comme la valeur de chaque personne qui travaille à servir, à nettoyer, à cuisiner. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai refusé d'être rabaissé. C'est que je me suis souvenu que la dignité n'est pas quelque chose que quelqu'un peut vous enlever. C'est quelque chose que vous choisissez de porter, quelles que soient les circonstances. » Marie sentit les larmes commencer à monter, mais elle continua. « Je remercie M. Durand d'avoir vu au-delà de l'uniforme et d'avoir reconnu l'être humain en dessous. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont offert des opportunités, qui ont choisi de se ranger du côté de ce qui est juste plutôt que de ce qui est pratique. » Elle regarda directement une caméra qui enregistrait. « Et à toute personne qui regarde, et qui s'est déjà sentie invisible, qui a déjà été traitée comme inférieure à cause de son travail ou de sa situation, je veux que vous sachiez, vous comptez. Vos compétences comptent. Votre histoire compte. Ne laissez jamais personne vous convaincre du contraire. » Les applaudissements furent de chaleureux et prolongés. Plusieurs personnes pleuraient ouvertement. Quand Marie descendit de la petite estrade improvisée, elle fut submergée d'accolades de toutes parts. Julie la serra si fort qu'elle faillit la faire tomber. « Tu es mon héroïne, sœurette, » murmura Julie. Ce soir-là, Marie rentra chez elle épuisée mais heureuse. La vidéo de son discours circulait déjà sur les réseaux sociaux, avec des milliers de vues et de commentaires émus. Son histoire se propageait, touchant des gens qu'elle ne rencontrerait jamais. Mais au fond de son esprit, elle savait que Roger Lambert était toujours là quelque part, probablement furieux de toute l'attention positive qu'elle recevait. Un homme comme lui n'abandonnerait pas facilement. Et d'une manière ou d'une autre, Marie avait le sentiment que la véritable confrontation était encore à venir. Le retournement de situation arriva d'une manière que Marie n'aurait jamais pu prévoir. C'était un mardi, exactement 2 semaines après la nuit qui avait changé sa vie. Elle en était à son 2e jour officiel en tant que directrice du développement international chez Innova Tech, travaillant sur une proposition pour des clients japonais quand Richard frappa à la porte de son nouveau bureau. « Marie, tu as une minute ?» Il semblait inquiet, mais il y avait aussi une lueur étrange dans ses yeux. « Bien sûr, il s'est passé quelque chose ?» Richard entra et ferma la porte derrière lui. « Tu as vu les nouvelles aujourd'hui ?» Marie secoua la tête. « J'ai été concentrée sur le projet toute la journée. » Richard sortit son téléphone et ouvrit un site d'actualités économiques. Le titre de la manchette fit écarquiller les yeux de Marie. Le magnate de l'immobilier, Roger Lambert, écarté du conseil d'administration de sa propre entreprise après un scandale de comportement. Marie lut l'article, le cœur battant. Apparemment, après que la vidéo de son discours soit devenue virale sur les réseaux sociaux, plusieurs autres personnes avaient commencé à témoigner. 3 anciennes employées des entreprises de Roger avaient publié des récits détaillés de la manière dont elles avaient été traitées avec mépris et humiliation au fil des ans. Un serveur d'un autre restaurant de luxe avait raconté une histoire similaire à celle de Marie, mais qui s'était produite 2 ans plus tôt. La pression publique devint si intense que le conseil d'administration de l'entreprise de BTP de Roger n'eut d'autre choix. Il fut temporairement écarté pendant qu'une enquête interne était menée sur la culture d'entreprise et les comportements inappropriés. Les actions de l'entreprise chutèrent de 5% en une journée. Marie ne trouvait pas ses mots. Elle n'avait pas cherché cela. Elle n'avait pas lancé de campagne contre Roger. Mais son acte de courage avait apparemment ouvert les vannes pour d'autres qui avaient souffert en silence pendant des années. « Il y a plus », dit Richard en passant à un autre article. « Son cabinet d'avocats a retiré la plainte contre vous ce matin. Sans condition, sans accord de confidentialité. Ils l'ont simplement retiré complètement. » Marie sentit ses yeux s'embuer de larmes. « C'est vrai ? J'ai eu la confirmation de Béatrice il y a 1 heure. Elle allait t'appeler, mais je lui ai proposé de te le dire. Personnellement. » Richard sourit. « Marie, tu ne t'es pas seulement défendue,
tu as involontairement lancé un mouvement. Les jours suivants, la vie de Marie devint un tourbillon. Elle fut invitée à donner une interview dans une émission de télévision matinale où elle parla de la dignité au travail et de l'importance de valoriser les gens dans toutes les professions. La vidéo de cette interview devint également virale, atteignant des millions de vues. Hélène de Courcy appela pour l'informer que sa fondation étendait son programme de bourse, inspiré par l'histoire de Marie. Ils offriraient désormais 50 bourses annuelles à de jeunes talents issus de familles à faible revenu, couvrant non seulement la licence, mais aussi le master. Le Grand Éclat vit une augmentation de 30% de ses réservations. Apparemment, les gens voulaient dîner dans le restaurant qui avait défendu son employé. Albert Durand appela personnellement pour remercier Marie, disant qu'elle avait fait plus pour la réputation de l'endroit en 2 semaines que n'importe quelle campagne marketing n'aurait pu le faire. Mais ce fut un vendredi, exactement 3 semaines après cette nuit fatidique, que se produisit le moment le plus surprenant de tous. Marie terminait sa journée de travail quand la réceptionniste appela son bureau. « Marie, il y a quelqu'un en bas qui aimerait vous parler. Il dit que c'est urgent. »« Qui est-ce » ?»« Un monsieur. Il n'a pas voulu donner son nom, mais il a dit que vous voudriez l'écouter. » Marie descendit dans le hall, le cœur serré, s'attendant à moitié à des ennuis. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, elle s'arrêta net. Là se tenait Roger Lambert. Il semblait différent, plus vieux, en quelque sorte. Ses épaules n'étaient plus redressées avec cette arrogance caractéristique. Il était seul, sans garde du corps ni assistant, vêtu d'un simple costume. Quand il vit Marie, quelque chose traversa son visage. De la honte, peut-être. « Mademoiselle Dubois, commença-t-il, la voix rauque, je sais que je n'ai aucun droit de vous demander de votre temps, mais j'aimerais quelques minutes pour discuter, si vous le permettez. » Marie regarda autour d'elle. La réceptionniste observait discrètement. Un agent d'entretien avait cessé de travailler pour regarder. Elle aurait pu simplement tourner les talons et partir. Personne ne l'aurait jugée. Mais quelque chose dans la posture défaite de Roger la fit hésiter. « 5 minutes, dit-elle, finalement. Nous pouvons parler ici même, où il y a des témoins. » Roger hocha la tête, acceptant les conditions sans discuter. Il prit une profonde inspiration. « Je suis venu personnellement pour m'excuser. Pas parce que mes avocats me l'ont dit, ou parce que c'est stratégiquement intelligent, mais parce que c'est la bonne chose à faire. » Marie croisa les bras, attendant. Elle n'allait pas lui faciliter la tâche. « Ce que je vous ai fait ce soir-là était impardonnable, » continua Roger. « Je vous ai traité comme si vous étiez moins qu'humaine, comme si votre valeur était déterminée par votre profession temporaire et non par qui vous êtes vraiment. » Il regarda ses propres mains. « J'ai passé 60 ans de ma vie à construire un empire et, ce faisant, j'ai oublié ce que signifie traiter les gens avec une décence élémentaire. » Marie resta silencieuse. Une partie d'elle voulait accepter les excuses immédiatement, mettre tout cela derrière elle. Mais une autre partie, celle qui avait subi cette humiliation publique, qui avait passé des nuits blanches à s'inquiéter des procès et des représailles, cette partie n'était pas prête à pardonner si facilement. « J'ai perdu ma place dans l'entreprise que j'ai bâtie, » dit Roger, la voix se brisant légèrement. « Ma réputation est détruite. Ma famille me parle à peine. Et vous savez quoi? Je mérite tout ça. » Il regarda enfin directement Marie. « Mais ce qui me fait le plus mal, ce ne sont pas les conséquences professionnelles. C'est de réaliser que j'ai passé des décennies à blesser des gens comme vous, des gens qui essayaient juste de faire leur travail, de subvenir aux besoins de leur famille, de vivre avec dignité. » Il y eut un long silence. Marie observa l'homme, devant elle, cherchant des signes de manipulation ou de fausseté. Mais tout ce qu'elle voyait était un être humain brisé, confrontant enfin ses propres failles. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici, monsieur Lambert ?» demanda-t-elle calmement. « Que voulez-vous de moi ?»« Rien, » répondit-il immédiatement. « Je ne veux pas que vous retiriez les accusations. Je ne veux pas d'accord. Je ne veux pas votre absolution publique. J'avais juste besoin que vous sachiez que je comprends maintenant. Je comprends ce que j'ai fait. Et je vais passer le reste de ma vie à essayer d'être une meilleure personne. » Marie sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était peut-être le début. Les gens peuvent changer, monsieur Lambert, mais le changement exige des actes, pas seulement des mots. Je sais.
Roger sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. « C'est pourquoi je commence ici. » Il tendit l'enveloppe à Marie. « À l'intérieur, vous trouverez un chèque d'1 million d'euros. Ce n'est pas pour vous. C'est pour faire un don à la fondation de Madame de Courcy, spécifiquement pour le nouveau programme de bourse qu'elle crée, en votre nom. » Marie prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. 1 million d'euros. Ce serait suffisant pour financer 20 bourses complètes. 20 jeunes comme Julie verraient leur vie transformée. « Ce n'est pas assez, » admit Roger. « Rien de ce que je ferai ne pourra vraiment compenser les personnes que j'ai blessées, mais c'est un début. » Il fit un pas en arrière. « Merci de m'avoir écouté, mademoiselle Dubois, et encore une fois, mes plus sincères excuses. » Il se tourna pour partir, mais Marie l'appela. « Monsieur Lambert. » Il s'arrêta, regardant par-dessus son épaule. « J'accepte vos excuses, » dit lentement Marie. « Non pas parce que vous les méritez, mais parce que je mérite la paix de ne pas porter de colère. » Elle marqua une pause. « J'espère que vous utiliserez vraiment cette expérience pour devenir une meilleure personne. » Roger hocha la tête, les yeux visiblement humides, et quitta le bâtiment sans un autre mot. Marie resta là un long moment, l'enveloppe lourde dans ses mains. Elle pensa à tout ce qui s'était passé au cours des 3 dernières semaines. L'humiliation, la peur, le triomphe, et maintenant ceci, des excuses qu'elle n'avait jamais espéré recevoir. Ce soir-là, le Grand Éclat organisa une célébration spéciale. Ce n'était pas seulement pour Marie, mais pour toute l'équipe. Albert Durand avait tenu à inviter les employés de tous les niveaux, de la cuisine à la direction. Il voulait faire une déclaration claire. Chaque personne là-bas était valorisée. Chaque rôle était important. Marie arriva avec sa famille. Jacques était dans son fauteuil roulant, respirant mieux grâce aux nouveaux médicaments qu'il pouvait maintenant se permettre. Françoise portait une nouvelle robe, choisie par Julie. Et Julie était radieuse, parlant déjà avec enthousiasme de ses cours préparatoires à la médecine qui commenceraient le mois prochain. Béatrice était là, ainsi que Richard et plusieurs membres de l'équipe d'Innovatech. Hélène de Courcy avait amené tout le conseil d'administration de sa fondation. Le DRH de la multinationale avait confirmé que Marie assurerait l'interprétation à la conférence de l'ONU le mois suivant, une opportunité qui pourrait ouvrir des portes à sa carrière internationale. Quand tout le monde fut réuni, Albert demanda le silence et invita Marie au centre de la salle. Elle sentit son visage chauffer sous toute cette attention, mais elle s'avança la tête haute. « Marie, » commença Albert, « il y a 3 semaines, vous nous avez rappelé quelque chose de fondamental. Vous nous avez rappelé que chaque personne, indépendamment de sa profession ou de sa position, mérite respect et dignité. Vous avez transformé un moment d'humiliation en un mouvement de changement. Et pour cela, au nom de nous tous, merci. » Il lui remit une plaque commémorative, mais aussi quelque chose de plus. Une enveloppe. Marie l'ouvrit et y trouva une lettre du propriétaire ainsi que l'acte de propriété d'un petit appartement. Il était à son nom. « Jacques et Françoise ont besoin d'un endroit convenable pour vivre, » expliqua Albert. « Un endroit avec une accessibilité pour le fauteuil roulant, près de bons hôpitaux. Cet appartement est notre cadeau pour votre famille. Considérez la dette de l'humanité partiellement payée. » Marie ne put retenir ses larmes cette fois. Elle pleura ouvertement pendant que sa mère la serrait dans ses bras, que Julie criait de joie, que son père souriait avec des larmes coulant sur son visage marqué par la souffrance. Plus tard, quand Marie réussit enfin à se ressaisir suffisamment pour parler, elle regarda autour de la salle tous ces visages. Certains étaient des gens qu'elle connaissait depuis des mois. D'autres étaient pratiquement des étrangers qui étaient entrés dans sa vie il y a seulement quelques semaines. Mais tous avaient choisi de se tenir à ses côtés. « J'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à me sentir petite, » commença-t-elle, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « Trop petite, pas assez qualifiée, pas assez méritante. J'avais des diplômes et des compétences, mais d'une manière ou d'une autre, je pensais encore que je devais me rabaisser pour survivre dans ce monde. » Elle regarda son père, qui hocha la tête en signe d'encouragement. « Ce que j'ai appris ces dernières semaines, c'est que personne ne peut vous faire sentir petite sans votre permission, et que lorsque vous vous levez pour votre propre dignité, quelque chose d'incroyable se produit. Vous donnez la permission aux autres de faire de même. » Marie prit l'enveloppe que Roger lui avait donnée. « Aujourd'hui, j'ai reçu un don d'1 million d'euros pour le programme de bourse de Madame de Courcy. » Elle marqua une pause pour le murmure de surprise qui parcourut la salle. «
Il vient de quelqu'un qui m'a profondément blessé, mais qui essaie de faire mieux. Et je pense que c'est important de s'en souvenir aussi. Les gens peuvent changer. Nous ne devons pas être prompts à pardonner, mais nous ne devons pas non plus fermer complètement la porte à la rédemption. Elle regarda de nouveau autour de la salle, s'assurant de croiser le regard du plus grand nombre de personnes possible. À tous ceux qui sont ici aujourd'hui, à ceux qui m'ont soutenu, à ceux qui ont risqué leur propre réputation pour se tenir à mes côtés, je dis merci. Merci de m'avoir rappelé que j'ai de la valeur. Merci d'avoir prouvé qu'il y a encore de bonnes personnes dans ce monde. L'ovation fut assourdissante. Les gens se levèrent, applaudirent, crièrent des mots d'encouragement. Marie vit des serveurs, des cuisiniers, des gérants, tous applaudissant ensemble. Une communauté unie non par la position ou le salaire, mais par le respect mutuel et la dignité partagée. Quand la soirée se termina et que Marie rentra enfin chez elle, avec la promesse d'un nouvel appartement et d'un avenir qui semblait impossible il y a à peine un mois, elle s'arrêta un instant dans la rue. Elle regarda le ciel nocturne de Paris, les étoiles cachées par la pollution lumineuse, mais toujours là, brillant toujours. Elle pensa à la jeune fille qu'elle était il y a 3 semaines, portant des plateaux et acceptant silencieusement d'être traitée comme invisible. Elle pensa à la femme qu'elle était maintenant, directrice d'une entreprise en pleine croissance, défenseur involontaire des droits des travailleurs, symbole de courage pour des milliers de personnes qu'elle ne rencontrerait jamais. Ce n'était pas qu'elle avait fondamentalement changé. Elle avait toujours été intelligente, toujours été capable, avait toujours eu de la valeur. La différence, c'est que maintenant, elle le savait. Et plus important encore, maintenant, le monde le savait aussi. Marie monta les escaliers de l'appartement où sa famille vivait encore, sachant que dans quelques semaines, il déménagerait dans un meilleur endroit. Elle ouvrit la porte et fut accueillie par l'odeur de café frais que Françoise faisait toujours, peu importe l'heure. Julie était à la table de la cuisine, déjà en train d'étudier, même après une soirée de célébration. Jacques dormait sur le canapé, sa respiration enfin paisible. Marie s'assit à la table à côté de sa sœur, qui la regarda avec admiration. « Sœurette, » murmura Julie, « tu as tout changé. Pour nous, tous. » Marie sourit, prenant la main de sa sœur. « Non, Ju, j'ai juste arrêté d'accepter moins que ce que je mérite. Et tu sais ce qui est le plus incroyable? N'importe qui peut le faire. N'importe qui peut décider que sa dignité n'est pas négociable. » Elle regarda autour du petit appartement, bientôt juste un souvenir. Il avait été un foyer de lutte, mais aussi d'amour. Et maintenant, c'était le point de départ de quelque chose de nouveau, de quelque chose de meilleur. Marie Dubois, la serveuse qui était en réalité une brillante traductrice, la jeune femme qui s'était dressée contre l'arrogance et avait gagné, la femme qui avait involontairement lancé un mouvement, s'autorisa enfin à croire complètement en quelque chose qui aurait toujours dû être vrai. Elle était suffisante. Elle l'avait toujours été. Fin de l'histoire. Si le parcours de Marie a touché votre cœur, si vous vous êtes reconnu en elle, ou si vous connaissez quelqu'un qui mérite d'entendre ce message, s'il vous plaît, partagez cette histoire. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits émouvants sur des gens ordinaires, accomplissant des choses extraordinaires. Laissez un like si vous croyez que chaque personne, quelle que soit sa profession, mérite dignité et respect. Et dans les commentaires, racontez votre propre histoire du jour où vous vous êtes battu pour votre propre honneur, car chaque histoire de courage mérite d'être entendue. Ensemble, nous pouvons créer un monde où personne n'a besoin de se sentir petit ou invisible. À la prochaine histoire.